Bonjour à tous. Wouh je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le CEO et fondateur de Brevo, Armand Thiberge. Je suis très heureux d'ouvrir cette soirée qui est le signe à la fois de la croissance, de la fidélité et puis du partage d'expérience. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que fait Brevo, donc Brevo, notre mission est très simple, c'est permettre à beaucoup d'entreprises de bâtir une relation client qui soit à la fois forte, durable et personnalisée. Et donc pour ça, on propose une plateforme omnicanal, donc email, SMS bien sûr, mais aussi push, donc web et mobile, wallet et enfin WhatsApp qui marche fort en ce moment. À la fin, c'est mieux parler à ses clients pour envoyer le message au bon moment et via le bon canal. Et surtout, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, hein, c'est permettre de la croissance grâce aux clients existants en leverageant la fidélité, les programmes fidélité. Et donc je suis ravi maintenant d'introduire nos invités de ce soir, nos 4 invités de ce soir, qui sont des clients Brevo, des clients fidèles de Brevo, justement. Donc on a Graziella Kaufer, directrice expérience omnicanal chez Courir, qui est là. On a Thomas Pédégué, fondateur et CEO de Email Club. On a ensuite Caroline Châtelier, directrice marketing digital chez Buffalo Grill. Et enfin, David Goss, responsable marketing client chez Picard. Voilà, merci à eux d'être là ce soir pour cette discussion. Et bien sûr, animé par notre animateur en chef, Mathieu Stéphanie, serial entrepreneur et évidemment créateur du podcast Génération Do It Yourself. Voilà, je vous souhaite à tous une super soirée, une soirée qui s'annonce, une discussion qui s'annonce très inspirante. Et donc, bonne soirée à tous. Merci. Merci Armand. Bon, alors j'ai une super nouvelle pour vous ce soir, c'est qu'on a vraiment le meilleur panel pour pouvoir parler de ce sujet, faire une croissance à 2 chiffres avec ses clients existants. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que le panel, en fait, on vient de le faire pendant 1 heure en bas et c'est plié. Salut, au revoir, merci. Donc j'ai adoré vous voir ce soir, on va boire des coups maintenant. Non, plus sérieusement, c'est vrai que il va falloir qu'on partage tout ça, on dit ça depuis tout à l'heure. Je voudrais juste qu'on refasse ce petit tour de table rapidement pour que vous me disiez un peu ce que vous faites chacun dans chacune de vos marques, parce que vous avez des stades différents de maturité par rapport aux typologies de clients pour toi Thomas, et puis aussi aux typologies de CRM, de techno, d'approche. On commence par toi, Graziella. Oui, avec plaisir. Oui, donc moi je suis Graziella, je suis directrice expérience client omnicanal chez Courir. Courir, enseigne française, distributeur de sneakers qui existe depuis 40 ans. On est leader sur le marché français et on se différencie principalement de nos concurrents par notre positionnement, puisque très tôt on a arrêté de faire des chaussures de running et des chaussures de sport pour faire des chaussures de mode. Et donc, vous ne viendrez pas acheter vos baskets pour faire du running chez nous, mais plutôt vos baskets pour aller tous les jours bosser, puisqu'aujourd'hui, on bosse tous en basket. On est présent en France et en Europe. Et moi, dans mon scope, j'ai toute la partie expérience client. Donc, ça va de la partie projet CRM. Donc, on a fait un gros job de migration de nos outils CRM. On a mis une CDP, un nouveau moteur de feed. L'animation de notre programme de fidélité et notre base de données client qui fait aujourd'hui 10 millions de contacts. Toute la partie service client et satisfaction client. Vous avez un problème, vous appelez notre service client et on fait en sorte que ça aille mieux. Et puis toute l'omnicanalité qui sont les parcours entre web et magasin. Et on a ce programme de feed MyCourir qu'on a refondu il y a 1 an, qui existe depuis plus de 10 ans et qui aujourd'hui est un vrai vecteur de différenciation vis-à-vis de nos camarades et qu'on a déployé aussi à l'international, parce que il manquait beaucoup à nos équipes en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, et pour recruter et continuer à fidéliser. 10 millions de personnes, un nouveau programme de FIG, donc vraiment l'avenir est devant toi, quoi, c'est ça.
Oui, on est plutôt bien équipé. On a une équipe qui bosse très très bien dessus. Et on a, moi, quand je suis arrivée il y a 4 ans chez Courir, venant d'un business qui était la bijouterie ou l'optique, où j'avais l'habitude d'avoir entre 70 et 90% de mes clients qui étaient identifiés. Là, je suis arrivée, j'avais plus que 53% de mes tickets qui étaient liés à un client. Et j'étais là, mais ça va pas le faire. Moi, je veux beaucoup plus. D'où la refonte du programme avec un programme payant qu'on avait et un programme gratuit qu'on a rajouté pour aller chercher justement de l'identification en base et pouvoir aller travailler une base plus grosse et aussi amener ces clients qu'on avait en base à devenir des clients fidèles payants et réussir toujours à travailler la fréquence et le réachat. Alors, on va parler après des différentes innovations, des nouvelles choses qu'on peut faire, notamment... moi, j'ai appris qu'on pouvait mettre des cartes de fidélité dans son wallet, dans son téléphone. Je sais, je suis un peu à la ramasse. Toi, tu es vraiment sur un autre univers, Thomas, tu viens plutôt d'un univers que je connais mieux, celui-là, qui est celui de... On a bossé ensemble, d'ailleurs, sur quelques clients, mais qui est vraiment l'emailing, le push depuis les nuages, quoi, un peu. Ouais, voilà. Enchanté, Thomas. Je suis le fondateur d'Email Club. On est une agence de CRM. Donc nous, on accompagne les e-commerçants à mettre en place des automatisations, créer des newsletters, SMS, WhatsApp, sur des outils comme Brevo pour contacter leurs clients, les faire reconvertir. Moi, je vais aussi beaucoup apprendre aujourd'hui parce qu'on a une typologie de clients un peu différente. Normalement, full e-commerce, entre 2 et 20 millions de CA par an, un truc comme ça. Donc, y a plein de sujets qui sont un peu différents. On fait moins de retail. Donc voilà. Très bien. Pardon. Et merci pour l'invitation. Voilà. Je suis ravi. On va continuer, mais je vois qu'il y a du monde peut-être debout. Il y a des places devant, si vous voulez, donc n'hésitez pas. Si vous le voulez. Caroline, toi... Oui. Venez devant, je ne mange pas, que chez Buffalo. On parlait un peu tout à l'heure de différentes typologies de business de flux, de business peut-être de stock, etc. Toi, tu es dans une approche différente aussi chez Buffalo Grill. Tu y es depuis longtemps ? 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, enfin toute l'équipe marketing. Et oui, malgré une enseigne qui a 45 ans d'existence, on a lancé le programme de fidélité il y a tout juste 1 an. Voilà, donc c'est une vraie aventure qui commence, malgré une enseigne qui pourrait être une vieille dame, mais en fait, voilà, on dépoussière, on refait, on rénove, nouvelle plateforme de marque, beaucoup de rénovation, et le programme de fidélité qui vient conclure tout ça dans un réseau, voilà, de 330 restaurants. Avec un énorme succès, quand même, ces dernières années. Il y a une remontada incroyable. Là, depuis cette année, j'espère que vous avez tous regardé M6 Capital et 7 à 8. Voilà, on fait beaucoup de RP, on redynamise la marque, on a un gros challenge de rénovation du parc, voilà, parce que les parcs vieillissants des années 80, ça peut faire beaucoup de mal à la fréquentation, donc on se redynamise beaucoup, et le programme de fidélité était la dernière brique qui nous manquait. Certains franchisés avaient un programme, et du coup on a tout refondu, et on a embarqué 100% du réseau. C'est pas une mince affaire, en franchise et en succursale. Voilà, donc on a 1 million d'inscrits, plus de 500 000 actifs à date, 15% de CA sous feed en 11 mois. Donc on est plutôt content. Extra, bravo. On va creuser tout ça. David, toi, tu es dans une marque qui n'est pas dans une remontada, qui est toujours restée tout en haut de la Ligue des Champions. J'ai l'impression, Picard, c'est une marque que tout le monde adore, non ? Je me trompe ? Oui, effectivement, on a la chance que nos clients nous aiment. Donc, effectivement, on est toujours dans le top 3 des enseignes préférées des clients. Alors, moi, je suis arrivé chez Picard il y a 4 ans et demi à peu près pour une refonte du programme de fidélité. Un programme de fidélité qui était existant, qui était lancé initialement en 2017. Donc, ce n'est pas un très vieux programme. Mais il y a eu une refonte à mon arrivée il y a 4 ans, avec l'objectif de ce programme de fidélité d'être innovant, d'être différent de nos amis de la grande distribution alimentaire, de sortir des cagnottes monétaires. Donc c'était un parti pris, un peu risqué, parce qu'effectivement les clients ont l'habitude dans la grande distribution alimentaire d'avoir une petite cagnotte, de passer en caisse, de pouvoir l'utiliser. Le but c'était de changer un peu tout ça en apportant de l'expérience, des cadeaux, et voilà. Avec un truc bien relou, tu me disais tout à l'heure, c'est que souvent... 56% des clients qui font taper leur nom, c'est ça en caisse ? Non, c'est un peu plus malheureusement. Donc on a effectivement chez Picard 85% du chiffre qui est fait par des clients feed. Donc on a 7,5 millions de clients qui passent par an, donc avec une carte de fidélité. Donc c'est un gros volume. Et on donne l'opportunité aux clients qui n'ont pas leur carte d'être recherchés en caisse. Donc vous imaginez, donc les 75% des gens qui font ça. Donc nos salariés en caisse vont chercher le nom du client. Donc 7 millions de clients fois 75%. Vous imaginez la recherche qui est faite en caisse tous les jours
par nos salariés. Donc l'objectif pour nous, c'est que les clients aient leur carte, et c'est possible dans le wallet. C'est l'une des difficultés dont on va parler un peu tout à l'heure, selon les différentes typologies de clients, tu nous le disais, les différents peut-être CSP, les différents téléphones, les différentes choses comme ça. Et qu'est-ce que ça apporte? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, ce qui m'a fait halluciner, tu me prenais un exemple, je ne sais pas où tu as accès, de feu vert, où on me disait en gros... oui, bon, avoir ma carte de fidélité feu vert, j'y vais jamais, je m'en fous. Enfin, je sais pas, j'étais pas dans un truc. Et puis il me dit, ouais, mais imagine demain, le feu vert de l'avenue de Villiers à côté, il est vide, il a personne, ou il a tout l'après-midi de dispo, et il te dit, je vais te faire ta révision pour partir en vacances à moins 30%. Bah, là, et il te le push en notif dans ton wallet. Et là, je me dis, en effet, bon, et ça doit fonctionner. Vous faites des expériences comme ça, vous, tous, vous arrivez à... Ça fonctionne? C'est la vraie vie? Ouais, c'est la vraie vie. Effectivement, en fait, nous, tous nos clients ont un magasin de référence, et quand ils passent à proximité de leur courrier de référence, ils vont recevoir une notification qui va leur pusher l'offre du moment. Donc ouais, ça fonctionne, surtout en période de solde, etc. Ça fait par quoi, le Wi-Fi non Ouais, ils sont géolocalisés. Et nos magasins sont super friands de ça, enfin, parce que le client arrive en disant « Ah, j'ai reçu une notif ». Donc oui, c'est des choses qu'on utilise. Et effectivement, alors nous, chez Courir, on a fait le choix de ne pas forcément développer d'app pour vendre. On a un site e-commerce qui est responsive. On fait en sorte qu'il soit le plus responsive et le plus agréable à utiliser sur le site internet. Et on a fait le choix pour être présent dans ces mobiles de nos clients, parce que c'est un truc qu'ils ont tout le temps avec eux, d'investir le wallet, parce que aujourd'hui vous payez avec votre carte bancaire qui est dans votre toilette, donc à chaque fois que vous ouvrez, vous voyez les logos qui sont en dessous, et donc vous voyez le logo Courir. On va pouvoir aussi pusher en fonction de là où on en est dans notre parcours feed, et donc du nombre de points, etc. Donc ouais, c'est vraiment des choses qu'on utilise et qui fonctionnent très très bien. On voit que les clients wallet, ils ont une fréquence qui est supérieure et qui réachètent plus. Donc, la difficulté, c'est d'en baser ces personnes. Comment on réussit à faire en sorte qu'ils installent sur leur wallet moi, je ne le savais pas. Et en donnant des avantages très très concrets. Donc nous, en refondant notre programme de feed, on a aussi cherché à refondre tout le parcours d'achat et à réussir à identifier nos clients plus tôt dans le parcours. Parce que chez Courir, on est sur de la vente assistée. Vous arrivez, bonjour, je vais essayer cette paire. Très bien, j'arrive en caisse. Ah, j'attends encore. Et là, on fait, vous aviez 40% sur 3 paires. J'ai pris qu'une paire. Alors, il faut retourner en surface de vente, retrouver les paires. Nous, maintenant, on veut que ce soit fait directement par nos collaborateurs qui accueillent nos clients. Et est-ce que vous avez notre programme? Oui, je ne sais pas. Et tous nos vendeurs ont un badge avec leur nom et un QR code qui permet d'accéder en le flashant à un formulaire. On saisit son adresse email. Je suis dans le programme, ma carte remonte avec mes points. Ah, donc c'est pas le vendeur qui a un c'est le vendeur qui a un badge. Non, c'est pas lui sur son portable, c'est le client. C'est le client. Et donc comme ça, en scannant, il rentre son adresse email, il a sa carte qui s'installe. Et donc là, hop, direct, je m'installe dans son wallet s'il ne l'avait pas déjà. Est-ce que vous voulez pas lui filer de portable Parce qu'on a 320 points de vente, on a des magasins qui montent à 70 collaborateurs, et d'aller équiper 70 collaborateurs à Lyon Ils le font chez Dior, mais... Oui, mais alors tu vois, on n'a pas les marges de Dior. Donc non, on peut pas encore le faire. Maintenant, c'est des choses qu'on regarde, tout ce qui est encaissement mobile aussi, pour aller plus vite, parce que justement pour fluidifier les parcours de vente. Mais on essaie donc d'embaser, de l'identifier. Donc là, comme ça, on voit tes points. Et puis surtout, nous, le client qui va être embasé, on va lui dire, tu vas avoir 30 jours au lieu de 15 pour changer d'avis. Okay. Donc ça, déjà, c'est un super avantage. Et puis on va là, d'ici un petit mois, on a les tickets de caisse qui seront directement accessibles via le verso de la carte toilette, et qui permettra du coup de pouvoir faire ton échange sans ton ticket de caisse, plus de ticket des maths, puisque c'est le ticket des maths, plus de ticket papier parce que c'est la loi. C'est incroyable. Ouais. Et comme ça, tu retrouves tout, et tu as tout dans ta poche. Ils font ça, tes clients, chez Buffalo? Non, mais j'ai pris l'idée pour mon collaborateur à la DSI qui ne savait pas quoi faire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a chacun une approche différente. Nous, on a rendu le wallet obligatoire à l'inscription de la feed, parce qu'on voulait aller vite, et que c'était le seul moyen, sans connecter la caisse, d'aller très très vite en déploiement de feed. Et on va faire l'inverse de Picard, du coup, c'est qu'on a digitalisé de force, et maintenant qu'on arrive un peu au plafond, où certains clients, on n'arrive plus à les digitaliser, on est en train de faire les développements avec la caisse pour aller faciliter le parcours d'achat et, entre guillemets, racler les clients qui n'ont pas réussi à s'en baser. Donc voilà, c'est deux approches différentes. Et pourquoi ils s'en basent chez toi alors? Qu'est-ce qu'ils ont C'est quoi le...
Alors, nous, c'est des récompenses au passage. Nous, on a un business de fréquentation. On n'est pas un business de panier. Donc, on fait 23 millions de repas par an. On est le leader de la restauration à table dans 330 points de vente. Et j'ai oublié la question. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Pourquoi ils font ça? Ils y gagnent de la nourriture. Enfin, un bon moment, c'est-à-dire qu'on offre un popcorn à l'inscription. Après, on offre l'apéritif. Enfin, voilà, de la nourriture, de la boisson à partager. Et après, à la 3e visite, on fait du moins 10% tous les 3 passages, qui correspond à peu près au standard du marché en termes de taux de générosité. Mais pour l'instant, on a vraiment capitalisé sur un moment et une boisson ou quelque chose à partager. Vous avez noté le taux de générosité. Je ne connaissais pas ce terme, mais toutes les 3 fois où je vous verrai, je serai 10% généreux avec vous. Ça veut vite coûter cher. Donc il faut faire très attention à son taux de générosité. Il faut regarder le taux de générosité par client. En fonction de la catégorie de clients, on ne distribue pas le même niveau de générosité. Et donc nous, on est sur un business où, un peu comme courir, on n'a que 2 et quelques visites par an. Donc en gros, si j'ai 7 clients sur 10 qui viennent qu'une fois par an, déjà de faire une 2e visite sur 23 millions de repas, je vous laisse faire le calcul, je fais le ça de l'année. Mais c'est ça qui m'a surpris, c'est que tu dis, chez Courir, je ne vais pas acheter 12, enfin il y a des gens qui le font peut-être, mais 12 paires de baskets par an. On les aime bien. Chez toi, je pourrais venir 12 fois par an. Ouais, il y en a qui viennent. Il y en a, mais toi, donc, ton objectif, c'est de réussir à les faire venir plus. Enfin, il n'y a pas de limite. Toi, il y en a peut-être encore moins, mais il n'y a pas vraiment de limite. Toi, il y en a. Oui, un petit peu. Il y a un moment, tu peux pas, ouais. Et tu crois qu'un programme de feed peut faire switcher des gens de 2 à 4? Ah bah oui, je le fais déjà. J'ai 22% de boost sur mes feed versus hors feed, déjà en 11 mois. Donc en fait, on regarde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on a commencé par analyser les cartes bleues, enfin les tokens de cartes bleues, donc anonymisés. Avant de lancer le programme de fidélité, on a analysé tous les comportements et c'est là qu'on a vu émerger ces 7 clients sur 10 qui ne viennent qu'une fois par an. Et on s'est dit, on va se tromper de modèle. Si on fait un programme de feed qui récompense les moyens et super fidèles, en fait, ils viennent déjà. Je vais faire de la cannibalisation. Du coup, on a axé notre modèle contrairement à la concurrence. Tout le monde me dit, pourquoi tu fais pas des points? Je dis, non, en fait, moi, je veux que le mec il revienne pour son apéritif à sa 2e visite. Donc, on a vraiment axé le programme de fidélité et la générosité pour faire de la revisite sur le début du parcours chez nous, une de visite. Et juste avant que tu poses la question, c'est donc le serveur, en magasin, qui le vend, le programme de feed. Oui, 80% de l'encartage se fait par le serveur. Et pourquoi il le fait? Alors, il le fait parce qu'il n'a pas le choix en succursale. Les franchisés, on a fait un tour de force parce que du coup, on a réussi à mettre à jour le contrat de franchise. Donc, 100% du parc depuis le 1er juillet est obligé de le faire. Ce qui nous a pris un an. Et après, on fait aussi des challenges sucre et franchise. Et donc là, au mois de juin, on a fait un mois de challenge pour inciter les serveurs à encarter nos clients. Faut pas déconner chez Buffalo Grill. J'ai l'impression on avance. Tu voulais demander. Ouais, j'avais une question parce que tu parles de 2 trucs. Un, vous avez l'air de bien connaître vos segments de clients, genre les clients semainiers, les clients qui viennent le week-end, etc. Et puis, tu disais le taux de générosité à 10%. Est-ce qu'il y a des automatisations, genre si je suis un semainier, mais ça fait 4 semaines que je ne suis pas venu, est-ce que là, tu as le droit d'être plus généreuse ou non? Et comment vous jouez là-dessus on a assez peu de recul parce que ça fait que 11 mois qu'on a lancé le programme. Mais là, on vient de faire... Donc, on se pose tous les 6 mois avec un cabinet qui nous aide. Enfin, on se fait aider. Là, on va lancer justement 10 ou 15 offres qu'on va lancer par email, notification et SMS en fonction de son stade. Donc là, on ne l'a pas encore fait. Pour l'instant, on essaye juste de réactiver ce que j'appelle le coincé dans le tuyau. Il est à la 2e visite, il est parvenu. Je la pâte avec une glace, avec une gaufre, avec ce que fait tout le monde. Et là, on va lancer effectivement ce que tu dis. On a fait toute cette analyse et on va voir comment on fait basculer un semainier sur du week-end, comment on fait passer un week-end en semaine. Ce sont des choses que tu fais, toi, Thomas, ça? En fait, c'est là où moi j'hallucine parce que la taille de la base plus la complexité que c'est, ça pour un petit e-commerçant qui vend des produits qui se prêtent au repeat, c'est un truc qui fait un peu naturellement. Et puis on a moins les mêmes enjeux parce que le client qui achète du shampoing, il peut probablement acheter du gel douche, alors que toi, celui qui vient le midi en semaine, il peut sûrement, ça l'intéresse peut-être pas de venir le samedi soir. Puis c'est pas les mêmes enjeux d'automatisation et tout, mais en tout cas il y a un sujet passionnant à traiter ça, les automatisations chez vous, pour faire revenir les gens, voir les cadeaux, parce que tu parlais de marge, etc. Qu'est-ce que tu leur offres? Est-ce que ça c'est trop généreux, pas assez généreux, C'est etc. toute la discussion qu'on a toutes les semaines sur le taux de générosité à distribuer en fonction du segment de clients. On l'a encadré
Enfin, je parle beaucoup de franchise parce que vraiment, quand on embarque un réseau de franchise, pour ceux qui ont des réseaux de franchise, c'est un combat du quotidien. Il faut embarquer tout le monde sur un sujet qui est passionnant, mais ça doit être encadré. Donc nous, on a fait le choix de l'encadrer contractuellement. Donc en gros, j'ai un terrain de jeu que j'ai signé. Et donc là, j'entame la phase où, dans ce terrain de jeu que j'ai signé, je vais tester des taux de générosité du simple au triple en fonction de segments de clients. Super intéressant. Et alors, comment tu vas faire, toi, pour te transformer? J'ai l'impression que tu ne forces pas autant tes clients que chez Buffalo Grill. Non, mais comment tu vas faire pour faire en sorte qu'ils arrêtent? À un moment, tu vas leur dire non, mais désolé, je peux plus à la caisse prendre votre nom, c'est fini ça? Non, c'est plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça. Donc effectivement, on a beaucoup de clients. On a des clients qui viennent quasiment tous les 15 jours, des fois toutes les semaines. Il y a des clients qui viennent 1 ou 2 fois par an. Notamment à Noël. C'est peut-être votre cas, hein, effectivement, mais chez Picard, on peut venir aussi pour manger du quotidien. On n'est pas uniquement vent. Hein. Chez Picard, pour manger ces langoustes ou autres, c'est des produits du quotidien. Donc un des éléments importants pour nous cette année, c'est effectivement de développer ces clients qui sont ce qu'on appelle des furtifs, des occasionnels, les faire monter dans notre pyramide de valeur et donc les faire venir plus souvent. Alors, on a la chance chez Picard d'avoir beaucoup de données, beaucoup d'analyses. On connaît beaucoup de choses sur nos clients. On mesure tout ce qu'on fait. Donc, on mesure des clients qui sont contactables versus des clients qui ne sont pas contactables, en gros qui n'acceptent pas. C'est quoi le différentiel? C'est l'opt-in, hein, contactable. Exactement, mais c'est contactable quels que soient les canaux. Après, on a les gens qui acceptent les emails et ceux qui ouvrent les emails versus les autres. Alors, en gros, on a plein de segments comme ça qu'on analyse. Et effectivement, plus ils sont engagés dans la marque, plus ils ont de la valeur, plus ils vont sur des canaux applications, web, magasins, plus ils ont de la valeur, effectivement. Et pour nous, c'est de travailler tous les segments. Donc, tu parlais de la générosité, hein, toi aussi. C'est que nous, on fait... dans le programme de fil, en gros, il y a 4 éléments chez Picard. Des remises immédiates que pour les clients qui ont la carte. Donc c'était un parti. Ça n'existait pas avant. Avant, ça n'existait pas. C'était Ouais. un parti pris. C'est que quand moi je suis arrivé, concrètement, on a dit OK, maintenant toutes les remises ne sont que pour les clients qui ont la carte de fidélité. Le taux de chiffre encarté est passé de 75% à 85% en 3 ans. On a gagné 1 million de clients actifs annuels. On est passé de 6,5 à 7,5. Donc on voit que le travail a bien fonctionné. Incroyable. Et après, le deuxième élément, c'est le programme à points. Donc effectivement, le programme à points, c'est que les clients cumulent des points à chacun des achats. Ils cumulent aussi des points s'ils téléchargent l'application, s'ils donnent leur SMS, etc. etc. Et pour nous, l'objectif de ce programme à points, c'était dès le deuxième achat, ils aient un cadeau. Très facilement, effectivement, le problème des programmes à points, c'est qu'en général, on cumule des points puis on n'a jamais de cadeau. Chez Picard, il fallait qu'un nouveau client, dès son deuxième achat, il ait des points. Et le troisième élément qu'on a chez Picard, c'est qu'on fait aussi de la gamification. J'allais le dire, ouais, c'est Call of Duty ça. Mais ouais. Et en gros, comme on connaît beaucoup les achats des clients, on calcule tout ce qu'achètent les clients, sur toutes les catégories de produits. Et on leur demande de faire des défis, de relever des défis. Donc ça, on le fait 4 fois par an à peu près. Et c'est des produits qu'ils achètent. Donc d'habitude, vous achetez, je sais pas, pour 15 € de saumon sur l'année, sur 6 semaines, on va vous demander de faire 17 €. Et les 2 € qu'il y a d'écart, il y a 1 € pour le client et 1 € pour nous, pour faire simple. C'est pas totalement comme ça la répartition, mais c'est un peu comme ça. Et la force de ce truc-là, c'est que ça correspond, contrairement à nos amis de la grande distribution, je ne sais pas s'il y a des gens de la grande distribution, souvent, ils le font aussi, hein, mais c'est plutôt les fournisseurs qui payent. Donc les fournisseurs, ils poussent des offres qui ne sont pas forcément adaptées aux clients. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les achats de clients, on se dit, ah, il aime le saumon, tiens, on va lui demander d'acheter un peu plus du saumon. Et ça fonctionne. Quand on va lui demander, c'est juste que tu voulais faire une promo au saumon ou... sur son espace client, il y a un espace. Quand on a lancé l'opération, on avait des PLV en magasin pour que le client rentre dedans. Donc on voit bien sûr, ça embarque pas tout le monde, hein, ça touche qu'une partie des clients. Et c'est pareil sur des coupons monétaires, sur de la générosité personnalisée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule en fonction de ce que fait le client. Si c'est un client qui vient 1 fois par an, on ne va pas lui demander de faire 50 €. On va juste lui demander de faire une visite. Donc le taux de générosité, c'est très élevé. Mais pour nous, c'est qu'il revient une seule fois. Et une deuxième fois. Voilà. Et en fonction des valeurs des clients, des paniers qu'ils font habituellement, on fait varier les offres. Donc c'est des trucs qu'on fait pour toucher tous les types de clients. Vous êtes vraiment les rois de la segmentation, quoi. C'est vraiment un truc... Oui, le but c'est de personnaliser au maximum les offres. On peut encore s'améliorer très fortement. Parce que derrière, il y a toute la plateforme e-commerce, tout ça. L'application qui parfois ne suit pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Et tu as des segments qui t'ont surpris ou des segments très forts je ne sais pas si tu as des petites anecdotes là-dessus ou...
Tu me poses je peux peut-être un peu. Une petite colle, ouais. Je peux demander aux autres d'ailleurs, mais ou à Thomas, mais des endroits où à un moment vous avez un gros moment de vérité à vous dire waouh, ah bon, je m'y attendais pas. Non, on sait qu'il y a des clients qui sont très réceptifs. Alors, en fonction des objectifs de la semaine, du mois, ou du chiffre d'affaires de l'entreprise, si on voit qu'on est en difficulté, on sait qu'il y a une partie de nos clients, qui sont à peu près 1 million aujourd'hui, qui sont très réactifs aux offres. Donc, on sait que si on veut faire du chiffre d'affaires, je ne parle pas de marge, vraiment du chiffre d'affaires, on fait une offre assez agressive sur ces clients-là, et on sait que le taux de retour sera entre 7 et 10%. Donc, sur 1 million de clients, ça permet d'assurer le chiffre d'affaires, pas forcément la marge. Donc tu vas avoir entre 70 et 100 000 clients qui vont venir à la suite de cette... Ouais, ça arrive. Ouais. Incroyable. Mais après, on joue sur notre marge. Le but, c'est de faire du chiffre, pas forcément de la rentabilité sur ce coup-là. Oui, mais après, ça te permet de déstocker des produits. Exactement. Tu as besoin de renouveler. J'imagine qu'en plus, il y a des périodes chez vous. Il y a des moments où tu vas essayer t'approches de la période estivale, tu dois plus avoir le même stock que... juste avant, ou on fait moins, les galettes. Les galettes, c'est un truc qui marche super bien chez Picard, mais on en vend, je crois, à peu près 500 000 au mois de janvier. En gros, tout varie, parce que 25% du chiffre d'affaires est fait en 6 semaines chez Picard. C'est la période de Noël. Donc c'est hyper important. On ne fait pas forcément d'offres à ce moment-là, parce qu'on n'a pas forcément besoin, sauf si on voit qu'on est en difficulté de chiffre. Mais par exemple, tout à l'heure, quand tu disais il y a d'autres moments, parce que j'ai l'impression que c'est le cas, je ne savais pas que les gens allaient chez Picard vraiment spécifiquement pour les périodes de Noël, mais quand tu es parent, généralement, peut-être que des gens confirmeront, Picard c'est quand même un peu ton ami, quoi. Ça fonctionne bien, tu veux des plats... Non, c'est pas le cas, les parents sont pas... Si, quand tu as des ados, oui. Okay. Quand tu as des jeunes bébés, un peu moins, il y a de la Purin qui est super bien. Voilà. Mais, ils n'aiment pas trop la purée à la truffe. Par contre, quand vous avez des ados, je ne sais pas si vous avez des ados, voilà, c'est effectivement les plats cuisinés, tu peux en acheter 5-6 par semaine. Vous avez des nouveaux moyens. Tu avais une question peut-être, pardon, non, tu l'as posée. Ouais, moi, je suis sidéré par le niveau de segmentation. Et ça, c'est des trucs qu'on fait. Typiquement, on lance un programme de fidélité. Et puis à la fin de l'année, on se dit, je sais pas, moi j'avais 4 statuts. Statut 2, il marche un peu moins bien. Il y a X% de gens qui l'ont utilisé. Bon, malheureusement, on ne fait pas 10% de conversion sur les campagnes parce que c'est incroyable. C'est pas toujours comme ça. Et du coup, vous avez un niveau de granularité qui est quand même hyper intéressant. Est-ce que ça, comment vous l'analysez ? Et est-ce que vous avez des outils automatiques qui vont faire que moi, on va me proposer des haricots verts gratuits versus des frites ? Ou est-ce que c'est une équipe qui fait des A/B tests et qui note ? Tout dépend. On a effectivement, on travaille avec une autre solution sur de la perso qui s'appelle, c'est Relevant. On a une équipe connaissance client qui est très très forte. On a 150 indicateurs sur tous nos clients, du scoring, etc. Des produits qui sont, en gros, pour chaque client, on sait les 6 produits à préconiser. Alors on n'utilise pas toujours, parfois, parce que techniquement c'est plus compliqué que mettre du Relevant, si vous connaissez Relevant. Voilà, donc tout dépend. Et ça c'est pour le contenu. Mais ouais. Après pour le taux de promo là, ça c'est un autre sujet. Ça c'est plus manuel. Tout dépend. Si je parle des opérations couponing, c'est moi qui détermine les seuils. C'est-à-dire qu'on sort les clients par segment, par quartile, etc. Et concrètement par rapport à l'objectif qu'on a, on va demander plus ou moins un effort au client. C'est-à-dire que concrètement, si tu fais 65 € de panier moyen, on va te demander peut-être de faire 70 €. C'est rare. Et puis, peut-être, on va te donner 10 €. Tout dépend de l'objectif que l'on a. Si on se dit, OK, on veut absolument qu'ils viennent, on va mettre l'effort juste à côté du seuil. Par contre, si on veut faire de la marge, on va demander de faire 85 €. On va donner 10 €. Voilà, ça, c'est en fonction du moment. C'est là où vos métiers changent considérablement, parce qu'on passe de la carte tampon où l'interaction elle n'était pas magique, à finalement quelque chose qui ressemble plus à ton métier, qui est, là tu as utilisé le terme A/B testing, mais vous le faites vraiment, on peut en faire aujourd'hui et se dire tiens je vais essayer cette promo sur 100 personnes, celle-là sur 100 d'autres, et on va voir laquelle fonctionne le mieux dans la vraie vie, quoi, dans le wallet. Oui, nous sur le CRM effectivement on découpe par segment et là en ce moment on teste des produits différents en fonction des segments et après on va apprendre au fur et à mesure et puis on apprend. Nous on a peut-être un tout petit peu moins staffé, mais j'ai quelqu'un à la BI qui m'aide une fois par mois à me poser sur les chiffres, à regarder les segments, les taux de générosité et après on décide des offres et de toute façon on apprend tout le temps. Ça ne s'arrête jamais, il n'y a jamais la bonne recette. Nous notre pic de fréquentation c'est les vacances.
Voilà, donc une recette qui va fonctionner en vacances ou sur les grandes vacances, sur des familles qui sont nomades, ne fonctionnera pas un lundi midi voilà, dans une zone d'activité. Et puis il y a des choses qui changent aussi. À une époque, nous on avait des scorings et on avait vraiment réduit nos volumes de ciblage sur nos campagnes email pour gagner en efficacité. Donc on ciblait moins et on drivait plus de monde sur le site. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure que cette méthode-là, elle s'est rodée et on est repassé à du full base beaucoup plus basique et on avait de meilleures performances. Et aujourd'hui, on segmente assez peu nos envois et on augmente pourtant le trafic qu'on génère sur le site parce qu'on a revu le contenu de nos emails, parce que les filles font des emails qui sont de plus en plus quali. On cherche aussi à augmenter, à les envoyer au bon moment. Et nous, les A/B testing, en ce moment, on fait beaucoup sur... plutôt, est-ce qu'on envoie plutôt le soir ou le matin? Est-ce qu'on envoie plutôt le lundi ou le mardi? Et on utilise aussi des solutions qui nous permettent de délivrer l'email au meilleur moment, au moment où le client est connecté. Et sur la typologie de, je sais pas, chaussures principalement, parce que ce que vous faites beaucoup, les couleurs, les choses comme ça, vous connaissez vos clients pour savoir ce qu'il faut leur envoyer? On le fait pas tant que ça en fait. On essaie plutôt d'être au bon moment, au moment où ils vont avoir besoin de racheter. Donc après on reste un business de mode. Hein, donc tu as vraiment tes grands marronniers que sont les soldes, les ventes privées. On va se servir de notre programme de fidélité pour les relancer à un moment où ils ont une offre qui va bientôt se déclencher pour leur anniversaire. Nous aussi on a un gros enjeu sur le deuxième achat. Globalement tous. Tu as un client qui rentre, déjà tu as réussi à capter son adresse email et à capter son opt-in. Là où vraiment la différence va jouer, c'est si tu arrives à lui faire faire son deuxième achat. Et nous, typiquement, on a une offre de bienvenue de 10% pour essayer de transformer ce client et de faire son deuxième achat. Parce que si tu as en fait, tu as eu un deuxième date, donc forcément, tu es vachement plus engagé. Vous savez à peu près, dans vos différents business, parce que moi j'ai aussi halluciné quand on a bossé ensemble, Thomas, d'envoyer des mails chez certains clients, on arrivait à faire 60-70 000 euros de chiffre d'affaires sur un email. Ça me faisait halluciner. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je l'ai en tête, je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire. Et en fait, vous avez calculé déjà un peu si vous n'aviez pas de programme comme ça et que vous faisiez que de la pub ou je ne sais pas ce que vous perdriez? Alors, nous, là, avec la refonte du programme, on a mis en place une population blanche. Donc, c'est des gens qui rentrent tout de même dans le programme. Je ne peux pas ne pas vendre le programme à tout le monde, en fait. C'est compliqué quand tu as 260 magasins de dire cette zone-là, elle ne va pas vendre le programme, etc. Alors, tu peux le faire sur des petits trucs, mais on a un maillage de magasins qui est tel que si tu proposes une offre dans un tel magasin, ton client, rue de Rivoli, le client, il peut aller aussi au Halles et s'il ne retrouve pas la même offre, c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place une population blanche qui sont des clients qui ne reçoivent qui reçoivent aucune communication. Donc eux, ils ont la carte, mais jamais on leur parle. Et on va relever les compteurs à la fin pour voir quel est l'incrémental qu'on a fait entre ceux qu'on a animés versus ceux qu'on n'a pas animés. Sympa. Ils vont être heureux. Vous avez fait des choses comme ça, vous des Non, je ne vais pas me lancer parce que j'aurais trop peur que le mec ne vienne pas. Je renvoie à tout le monde. On segmente. Je réfléchissais parce que nous, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on faisait du full base avant. Quand on est arrivé il y a 3 ans, les résultats étaient vraiment pas bons. Après, il y a un sujet de qualification. Donc, on a fait le cheminement où on a réduit les segments, qualifié la base. On a doublé les taux d'ouverture et les taux de clic. Voilà, tout simplement. Donc en un an. Ouais. Et après, je pense qu'on aura le chemin inverse, quand on aura mieux qualifié, mieux compris, mieux anticipé nos besoins. Maintenant qu'on a la donnée de caisse avec la FIT, ça va être aussi plus simple d'avoir un message plus pertinent au bon moment. Mais on a fait le move de full base à plus full base du tout. Et petit à petit, moi, mon enjeu principalement, ça va être la qualification cette année et l'année prochaine pour après repasser à une autre strate. Mais on a aussi, nous, nettoyé la base. Oui, du coup, on avait beaucoup de doublons. Et quand on a migré de système, on a fait un gros nettoyage pour éliminer tous les doublons qu'on avait, parce que tu avais des clients qui s'étaient embasés en magasin, qui s'étaient embasés sur le site. Et donc là, forcément, ça mettait le bazar. Donc on a bien nettoyé. Et puis il y a aussi tous les process d'anonymisation qu'on est obligé de faire légalement pour être conforme avec la RGPD, qui peut être un petit peu brutal parce que tu te dis que tu vas supprimer des clients, mais qui te permet aussi d'avoir une base beaucoup plus saine et de vraiment mesurer des choses sur des clients actifs et qui ont un intérêt. Donc c'est plus sain, donc c'est plus efficace aussi. D'accord. Je suis désolé, je suis obligé de rajouter un truc sur la segmentation. Si je peux vous partager ça et que vous ayez envie de segmenter. Nous, on est une agence, donc en gros,
on bosse pour des clients. Donc mon équipe, elle doit produire pour des clients. Et chaque personne, elle a 3 marques. Donc elle n'est pas forcément hyper emballée si je lui dis tu passes de produire 3 newsletters pour ce dimanche à 3 fois 5 ou 7 newsletters. Donc on a dû faire ce taf de bien leur expliquer et de bien mesurer est-ce que oui ou non on a des bien meilleures performances si on segmente une base équivalente. Il y a le sujet de la segmentation où peut-être que si tu perds des performances, c'est que parfois en sursegmentant on oublie une partie de la base. Donc on a une zone d'ombre qu'on ne va pas contacter. Mais s'il n'y a pas de zone d'ombre, le point négatif c'est qu'on se retrouve à préparer 5 emails pour dimanche au lieu d'en préparer 1. Et dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'on en prépare 15 en vrai. Et aujourd'hui, on doit avoir... Donc après, nous, on suit et puis on embête l'équipe pour essayer de les motiver à faire ça. On est à plus de 50% des gens qui le font. Et par exemple, un client phare où je vais au call tous les mardis, ça fait depuis 2021 qu'on bosse avec eux. On faisait 13% en newsletter. La base, elle est plus ou moins la même qu'avant. Donc de chiffre d'affaires attribué juste aux campagnes. Et là, ils sont à 17-18. Parce qu'en fait, il va se passer plusieurs choses. 18% de leur chiffre d'affaires est attribué aux campagnes newsletter. Après, ça, c'est un chiffre qui veut tout et rien dire parce que ça dépend du modèle d'attribution et du type de business. Parce qu'ils ne vendent pas de la mode. Dans la mode, on a des meilleurs taux de contribution des news. Ce qui est intéressant, c'est le relatif. Et en fait, ça retrouve avec le sujet de la pression, du niveau de promo qu'on est prêt à faire. C'est qu'en se disant je segmente, je me mets en face d'un segment de clients qui sont inactifs. Et du coup, là, je vais toutes les semaines essayer de tester des choses un peu différentes ou tous les mois. Et du coup, à long terme, sur l'année, je fais des bien meilleurs perfs. Mon client qui est dans la base, peut-être que vous le faites dynamiquement, mais celui qui a le code 10%, si à chaque fois qu'il vous voit, il revoit les 10% et qu'on joue avec ces 10%, à chaque fois, et donc ça, on voit l'impact. Donc le problème, c'est opérationnellement. Donc après, les outils comme Brevo, par exemple, il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué de faire ça que de le faire aujourd'hui. Et je pense que demain, ce sera encore plus simple. Du coup, on pourra peut-être passer à 20 variations avec le même temps de travail que 1 il y a 4 ans, quoi. Mais si jamais, la segmentation, c'est trop bien. Moi, j'ai vécu ça un peu sur Meta, il y a un moment où j'ai arrêté de faire ce genre de truc, mais je dirais il y a 10 ans, sur la plateforme Ads de Facebook. Et le mouvement qui s'est passé après, c'est qu'ils ont beaucoup automatisé ça. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je faisais des campagnes sur lesquelles j'allais mettre 10 cibles différentes, j'allais mettre des textes différents, j'allais mettre des photos différentes, et puis en fonction de tout ce que je faisais, ça allait tester, et puis à la fin, je bourrinais sur celle qui fonctionnait le plus. Aujourd'hui, ce qu'ils proposent, c'est mets-moi ton produit et je vais tout faire pour toi. On arrive à des logiques comme ça, il y a des outils qui permettent un peu de... C'est pareil sur Paymax, hein. Sur Google, maintenant, tout est automatisé, on rentre tous les assets et ça tourne. Alors un problème, c'est que tu connais peut-être plus très bien tes clients, tu sais plus qui fait quoi, c'est une sorte de méga boîte noire. De toute façon, Google ne donne plus de détails. Mais on pourrait en arriver là, finalement, non, il y a des outils qui vous permettent ou aujourd'hui, c'est vraiment vous qui faites tout à la mano. Ouais, hormis la solution Relevant qui permet de personnaliser le contenu, nous, on est vraiment en recherche de l'utilisation de l'IA pour générer du contenu automatisé, justement. Parce qu'on est un peu bloqué aujourd'hui par rapport à nos flux produits qui, parfois, les images ne sont pas non plus pour pouvoir automatiser au maximum. Top, hein, concrètement, quand on utilise Relevant, il va chercher notre flux produit avec des packaging, avec qui ne sont pas toujours aussi jolis que ce qu'on pourrait faire de façon manuelle. Donc c'est ça pour moi la limite, et donc c'est pour ça que nous on cherche aujourd'hui des solutions pour utiliser l'IA en termes de génération de contenu, aussi bien sur le paid, hein, parce que je m'occupe aussi de la partie digitale et du paid, que sur la partie CRM. Donc c'est vraiment un enjeu pour nous, c'est on sait personnaliser, on sait qui doit recevoir quoi. Par contre la complexité c'est d'automatiser le contenu qui est associé et que ça soit joli. Toi, t'aimes pas ça, hein, Thomas, l'IA et le contenu, parce que c'est ton métier, parce que c'est de tirer une balle dans le pied, ou vraiment c'est pas... Moi, en fait, j'ai un double par rapport à une marque, j'ai un enjeu opérationnel, c'est que le CRM, on envoie des mails, alors moi j'en envoie à 150 000, vous envoyez à des millions de personnes. Donc en gros, le truc c'est qu'une fois qu'il est parti, il est parti. Donc aujourd'hui, les outils permettent, par exemple, avant, je devais préparer 5 exemples d'une newsletter si je voulais avoir une feed, un truc et tout. Aujourd'hui, je pourrais en préparer qu'une, et avec des show and hide, que ça personnalise. Ça a l'inconvénient d'alourdir un peu le HTML, mais bon, à la limite, ça, on pourrait contourner. Moi, l'inconvénient principal, c'est le contrôle qualité. C'est-à-dire que quand la personne, elle programme, ce genre de truc, si on veut bien faire un bon contrôle qualité, il faudrait qu'elle fasse de multiples previews en fonction de multiples scénarios. Dans la réalité, on ne va pas le faire, et peut-être de temps en temps, on va faire des conneries. Alors que si je fais des news différentes, en fait, moi, il y a beaucoup de
de contrôle qualité qui fait que je préfère pour l'instant être un peu à la mano, mais à l'avenir, on va pouvoir faire beaucoup mieux. Tout à l'heure, tu as parlé du dimanche, et tu as dit dimanche et dimanche. C'est un meilleur jour le dimanche ? Ça dépend des clients. Nous, on est beaucoup online, donc le dimanche gagne. Après, pour ce que je parle de segmentation et tout, mais pour un client, on va identifier pour celui qui fait du online et du point of sale. S'il a un client qui a un client point of sale only, je vais lui écrire le samedi matin, par exemple, pour la news du dimanche, des choses comme ça. Les outils modernes permettent de voir quand est-ce que le client préfère recevoir. Mais il y a un autre sujet que je serais super curieux de savoir comment vous gérez ça. Mais nous, à notre petite échelle, on n'est pas très bon pour bien mesurer la pression commerciale, la pression email, SMS, WhatsApp, etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi un peu savoir quand est-ce qu'on envoie, exclure les automatisations et tout, parce que c'est vite un flux d'informations qui est énorme et je risque de désabonner mon client et donc à la fin, je ne peux plus lui parler. Je suis contre un... Maintenant, les outils permettent de mesurer la pression qui est envoyée. Donc, nous, on a une règle. On sait qu'un client ne doit pas recevoir plus de 2 emails par jour. On fait partir notre trigger en priorité à midi parce qu'on veut que ce soit ces emails-là qui partent en premier versus un email produit. Parce que l'email trigger qui est basé sur ton cycle d'achat fonctionne mieux que l'email produit. Et c'est ça. Et on a cette règle très simple qui permet d'éviter de la surpression. Et en même temps, ça nous exclut aussi des clients de la base et il y a une petite zone d'ombre, donc on essaie de chercher. Mais on discutait avec un partenaire ce matin qui, je pense, en fait, aujourd'hui, on produit des newsletters en fonction de notre plan d'animation commerciale, en fonction de notre plan de trademark, parce que nous, on travaille énormément avec les marques. Et on sait, on se fait notre planning, donc c'est une news lundi, une news mercredi, une news samedi. Et puis c'est nous qui déterminons quelle est la plus... quand on envoie quoi. Et là, en fait, ce qu'on voit avec l'IA, ce qui va se profiler, c'est qu'en fait, tu vas produire plein de contenu. Et puis, c'est l'IA qui va déterminer quelle newsletter va être envoyée à quel jour, enfin à quel client et à tel bon moment. Parce qu'il va se rendre compte que son pattern, son cycle de vie, il va être mieux sur la Nike, il va être mieux le mercredi versus ton email wallet où on cherche à walletiser. Mais nous, on cherche aujourd'hui dans notre plan d'animation CRM, quand est-ce qu'on va envoyer notre newsletter wallet, et donc on fait de la place, on se trouve, tiens là on a un petit créneau, demain elle sera chargée, et puis elle tournera tous les jours, et elle sera envoyée au client qui sera le plus à même de répondre positivement à ma newsletter. Est-ce que ça marche vraiment le pilote automatique ? C'est vrai je pense qu'aujourd'hui il ne fonctionne pas encore complètement, mais je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à changer, et moi ça me paraît délirant de travailler comme ça, mais en fait... Moi je travaille comme toi, j'ai un pack avec du trade... Coca, il faut qu'on communique à telle date. Okay. Mais je pense qu'en fait, ça va changer dans les 18 à 24 mois où on va produire du contenu et c'est la machine qui va dire à qui et quand. Il y a des grosses différences dans vos business. C'est que peut-être que... Oula, j'ai plus de micro. Ça ne fonctionne plus chez toi ? Non plus. Non, il y a clairement eu un... Ah, je ne sais pas si on va revenir, si on continue sans. Vous nous entendez à peu près ? On va parler fort. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Allô ? Il y a des grosses différences, 1, 2, 3. Je disais, dans vos business. Peut-être que vous pouvez quand même, par la puissance marketing, faire des plus gros paniers, je sais pas, vendre à plus de personnes dans la famille, ou je sais pas, ou chez toi, plus ou moins de produits. Chez toi, tu peux pas, pardon, je te laisserai, mais enfin, les gens, ils viennent, ils mangent, mais ils vont pas manger le double, quoi. Enfin, peut-être, mais... Non, on a un enjeu, par contre, de venir à plusieurs. Enfin, voilà, si tu fais une offre happy hour, tu viens avec tes collègues. Enfin, on peut inciter les gens à venir à plus de monde. Et à venir à des moments où, ma question était, mais à venir à des moments où les restos sont vides aussi. Vous faites ça ? Donc, oui, on fait des offres pour la semaine. Parce que nous, on a des gros pics le week-end, midi et soir. Et donc, le midi-semaine, c'est là où c'est le plus compliqué dans la restauration en général. Parce que l'enjeu, c'est d'avoir... Il y a des moments où vous êtes plein le midi ou plein le soir. Ouais. Et où il est vide. On a un franchisé à Amnéville, il fait 1000 couverts jour, le week-end. Voilà. Donc le week-end, ça peut être très, 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 très gros. Et c'est quoi la semaine pire tombée... jour, pire moment C'est le lundi midi. C'est quoi le pire jour, pire moment ? Ah bah c'est le lundi, mardi, enfin le midi-semaine en général. Jusqu'au jeudi. Après, on rentre dans un process plutôt de week-end où on sort en famille ou entre amis. Et on peut réussir à faire venir des gens le lundi midi on essaye. C'est pas évident. C'est tout le fait d'avoir le programme et de pousser des emails avec des offres très segmentées. On y est allé,
Mais encore une fois, on n'a que 11 mois de recul, donc j'ai pas encore assez de volume sur les 23 millions de repas. J'ai encore que 1 million d'encartés, donc j'ai encore beaucoup de puissance. Et c'est pour ça que j'incentive le terrain à encarter, parce qu'il faut encore que je double mon taux de pénétration feed sur le réseau. Mais pour l'instant, on fait encore des offres full-time. Mais on aimerait inciter les gens à venir sur certains moments. Mais pour ça, il faut que je segmente, que j'apprenne à comprendre qui vient quand. Quelqu'un qui vient que la semaine, on sait qu'on ne le délogera pas de la semaine. Donc ça ne sert à rien d'envoyer un email, un SMS ou ce que tu veux, il ne viendra pas. Par contre, quelqu'un qui vient déjà un vendredi soir, on sait qu'il pourra venir un samedi ou un dimanche. Avant de passer un peu aux différents canaux que vous utilisez, que vous testez, parce qu'on a un peu évoqué WhatsApp tout à l'heure, et il y en a parmi vous, toi je le sais, mais qui ont des programmes payants. Donc un peu le Amazon Prime ou vous en avez toutes les deux? Non, toi t'en as pas. Toi t'en as un. Donc, non, moi j'ai un programme payant. Donc tu fais payer tes membres, tes clients. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont et pourquoi ils payent? Alors, le programme MyCourir, il a toujours été payant. Donc à la base, mon programme n'était que payant et il a été à différents prix. Il était à 7 € avant le Covid, il est passé à 9 € après le Covid. Et effectivement, en achetant cette carte, qui est une fois à vie en France, tu gagnes 1 € égale 1 point. Et au bout de 600 points, tu peux avoir, donc 600 € dépensés, tu peux avoir jusqu'à moins 40% sur 3 paires. C'est combien, tu as dit? 9 €? 9 € une fois. 9 € une fois. Ouais. Et pourquoi le faire payer? Pourquoi le faire payer? Parce que pour faire moins 40% sur 3 paires, il faut que les gens y payent 9 €. Parce que sinon... Même 9 € une vie, ça ouais. Ouais, parce qu'en fait, tout le monde ne va pas jusqu'au moins 40. 9 €, clairement, c'est de la marge nette qui rentre dans notre tiroir caisse. Et on a besoin de ça pour financer le moins 40. Il n'y a pas un moment où tu pourrais être tenté de te dire finalement, celui qui a fait les moins 40... une fois, 2 fois, 3 fois, celui qui vraiment ponce le truc, je vais me calmer un peu sur les pushs et tout, parce que lui, il va venir à chaque fois. Si. Alors, en plus, on est sur un business qui est le business de la sneakers, où il y a un business de revente et un marché gris qui existe et qui est très puissant. Et une paire que tu vends 120 chez Courir... Tu vas la revendre sur Vinted? Tu vas la revendre sur Vinted, 2 heures après, tu peux la revendre 160. Si c'est un produit sur lequel il y a une hype haute. Donc on a des resellers qui piratent, qui achètent notre carte et qui en fait cherchent à avoir moins 40% le plus souvent possible pour pouvoir faire une marge encore plus haute sur Vinted quand ils les revendent. Donc ceux-là, on les identifie parce qu'ils achètent des cartes et des cartes et des cartes. Enfin, eux, ça leur pose aucun problème de dépenser 9 €. Et on essaie de les traquer pour pas... Parce qu'en plus, non seulement... Alors, c'est des bons payeurs, donc on pourrait se dire OK. Sauf qu'en fait, moi, je préfère que ce soit Emma, 15 ans, qui ait sa paire de Dunk, donc elle veut absolument, plutôt que celui qui va la revendre à Emma 40 € plus cher parce que c'est juste pour Emma, c'est bien. Oui, mais moi, je pense à Emma. Non, mais c'est pas juste en fait. C'est des gens qui, c'est pas juste. Et puis à la base, ils truandent le système parce que Nike refuse de leur vendre des Dunk. La hype de la Dunk est passée, mais voilà. Enfin, et donc effectivement, on a besoin de financer notre programme pour pouvoir faire des remises aussi généreuses. Là, quand on a déployé en Espagne et en Belgique, typiquement en Espagne, payer 9 € pour un programme de feed. C'est pas possible. Culturellement, ça ne passe pas. Jamais ils l'auraient pris. Donc là, on a fait un système différent. On a fait 5 €, valable uniquement 2 ans, et tu vas jusqu'à moins 25% seulement. Parce que comme j'ai pas 9 €, je peux pas financer mes moins 40. Et ça marche. Et on a des gens qui rentrent. Et aujourd'hui, on doit avoir 40 000 clients. Mais c'est mieux, dans le fond, finalement, presque le 9 € pour toute la vie, non? C'est mieux pour les Français. Il vaut mieux être client français que client espagnol. Okay. Mais t'es pas tenté de te dire finalement, vu de l'Espagne, je vais passer 5 € en France et... Ah, mais ils ont déjà, tu leur as déjà promis pour toute la vie. En fait, ouais, je leur ai déjà promis, et donc là, tu rentres dans une logique d'SFR où t'avais proposé le 19,90 à vie ou je sais plus là le truc, et tu peux pas revenir en arrière. Donc, et j'ai aucune envie de gérer un programme à 2 vitesses en France. C'est pas du tout. J'ai dit non, merci. Donc je l'ai développé et ça fonctionne, et on voit que les gens s'en basent. Et puis c'est un acte qui est aussi beaucoup plus engageant que de donner un simple email. Et chez vous trois, mais toi t'en gères peut-être des programmes payants, ça peut avoir un intérêt, vous avez tenté, vous avez envie, ça vous intrigue Non, chez Picard, non, je pense que c'est pas possible d'avoir un programme payant. Si on pourrait peut-être offrir la livraison à chaque fois, mais parce que la livraison est payante chez Picard, mais pour les magasins c'est compliqué d'avoir
Alors, on n'apporte pas non plus de service. Effectivement, il y a pas mal de problèmes payants qui apportent du service, qui apportent... chez Picard, les clients restent en général 7 minutes, donc c'est un peu compliqué de dire, OK, on va faire du personnel shopper dans le magasin. Crevette grise, crevette rose, j'hésite. En plus, tu n'as pas intérêt à ce qu'il reste plus de 7 minutes. Toi, tu es content, non? Bon, s'il reste et il achète, c'est bien. Enfin, plus. C'est qu'il est bien. Et chez toi, on pourrait se dire finalement que ça pourrait avoir un intérêt. Starbucks, ils ont un programme de feed. Oui, du coup, nous, on a décidé de ne pas y aller du tout parce qu'il fallait qu'on soit attractif. Et en fait, on avait quand même pas mal de retard puisqu'on n'avait jamais lancé de programme de fidélité. Donc, il nous fallait 0 barrière à l'entrée. On a un marché tendu. La restauration, c'est très compliqué depuis le Covid pour toutes les enseignes chaînées ou les restaurateurs indépendants. Donc, mettre une barrière, c'est quand même se tirer une balle dans le pied tout de suite. Et sachant qu'on a des niveaux de générosité qui sont aussi challengeants chez nos concurrents. Là, il y a Flunch, par exemple, c'est -25 tous les soirs. Ça pique. Donc, il faut faire très attention. Je reviens toujours au taux de générosité, mais oui, je pourrais distribuer un taux de générosité plus important en faisant payer, mais on est déjà sur... il y a plus d'offres que de demandes sur la restauration, donc il faut vraiment qu'on attire les gens. Et on a des concurrents comme Delarte qui ont lancé des abonnements et ils ont fait machine arrière tout de suite. Là, tout de suite, je me suis dit, mais comment je peux revendre du Flunch sur Vinted? Mais je crois que ça ne marchera pas. C'est déjà peut-être pas très bon quand c'est frais. Thomas, toi, vous êtes sur des programmes payants chez certains clients ou non, on a bossé pour Casidomi, qui avait c'est pas un programme de c'est un programme de fidélité payant, c'est tous les ans, et tu as des tarifs préférentiels sur tes courses, mais on bosse plus avec eux, ils ont internalisé. On n'a pas fait de groupe de contrôle comme tu mentionnais tout à l'heure, ça c'est la partie intéressante parce qu'en fait il fonctionne, mais je sais pas s'il fonctionne mieux ou moins bien. Donc il y avait ce sujet-là parce que dans l'alimentaire bio en ligne, il y a beaucoup ça, comme ça tu as des tarifs intéressants. Voilà. Après nous on a des clients où pareil on est content quand ils reviennent. Moi mon jeu c'est de les faire revenir, donc en général on essaie c'est gratuit le programme de feed, des gens on est content quand ils s'inscrivent. Et alors venons-en au canaux, pardon. Toi, ta boîte s'appelle Email Club. A priori, tu as commencé sur un canal qu'on a identifié. Ouais, j'avais pas vu venir le truc, c'est mal joué quoi. Voilà. On était en 2021, je faisais que des mails, ça s'appelle Email Club, mais on fait, admettons sur une campagne de solde traditionnelle du jeudi, il va y avoir sur 100 000 personnes qui reçoivent un mail, peut-être y avoir 10 000 SMS, un truc comme ça, et on fait du WhatsApp, mais WhatsApp, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même sur une base archi engagée à 1500 personnes. Donc en fait le gros, et en plus, c'est là où, parce que nous on a des gros sujets d'attribution, c'est là où on fait le plus des ventes sur des gens qui auraient acheté dans tous les cas. Tu parlais de cannibalisation tout à l'heure, c'est là où donc je paye 12 centimes, donc je le fais plus pour l'expérience client que pour le ROI, quoi. Là où je me bats... T'as le conversationnel aussi sur WhatsApp, donc après il faut aussi gérer la conversation après avec le client. C'est-à-dire tu vas pouvoir lui engager de la conversation avec lui et s'il te répond, tu dois le faire... Oui, il y a tout après un programme. Ouais. Donc au tout début d'Email Club, quand on envoyait des mails textes, les clients se plaignaient parce que ça générait du ticket SAV. Là, WhatsApp, au moins, ils sont au courant et le SAV est dessus. Mais ouais, les gens interagissent. Mais ouais, après, en gros, WhatsApp, c'est pour le côté stylé et l'expérience client. Là où je fais le plus de réactivation, c'est sur du SMS, sur des clients que j'aime bien. Donc admettons, un client, si vous vendez du gel douche, que le mec, il vous a acheté au moins 2 fois du gel douche, qu'il est toujours opt-in RGPD, et qu'il n'a pas acheté depuis 8-9 mois, a priori, il en a toujours besoin. Là, je vais investir pour mon SMS, et je vais peut-être lui faire une promo parce que je sais que derrière, je vais récupérer de la LTV. Et après, voilà, j'ai mon mail, mais il délivre de moins en moins bien avec le temps, donc j'ai du mal avec ce mec-là. Et il y a des canaux pour augmenter ton chiffre d'affaires, c'est le sujet du jour aussi, sur lesquels tu peux... où ça transforme mieux si tu prends du gel douche et tu veux lui vendre du dentifrice ou de l'après-shampoing, sur lesquels tu transformes mieux. Là, typiquement, on en parlait tout à l'heure du sujet de 900 Care. En gros, c'est une boîte qui fait des abonnements sur Internet. C'est vachement stylé, je vous invite à les regarder, c'est un de nos clients. En fait, vous abonnez pour... Un code promo J'ai pas de code promo, mais c'est déjà pas cher. Ils vendent leurs produits vraiment à un bon prix. Et en fait... Non, Comment ? Vous faites le code Do It, on en parle tout à l'heure. Peut-être qu'on peut avoir un code promo. Mais en gros, si vous abonnez à un produit... vous allez recevoir des automatisations WhatsApp pour aller vous abonner à d'autres produits en one click. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est le client qui a eu l'usage le plus intéressant sur WhatsApp parce qu'il y a ce sujet
Voilà, ça peut être fait en no-code, quoi. C'est du no-code, c'est vraiment entre guillemets facile. Même moi, je comprends, quoi. Même si vous y avez passé beaucoup de temps, donc c'était un travail de 900 KER qui a été très bon. Mais voilà. Et là, donc en gros, le client, il était rentré pour donner 5 € par mois. Et là, maintenant, il est à 15 € par mois, un truc comme ça, ou ça peut être 12. Après, il faut vraiment le faire avec, en fonction de la segmentation client, parce qu'il faut faire attention au budget. Enfin, voilà, c'est du SMS ou autres canaux que l'email qui sont intégrés dans les plateformes à des prix accessibles. Si vous êtes une petite boîte et que vous voulez augmenter le nombre de canaux que vous avez, il faut quand même bien réfléchir au volume de contacts que vous voulez toucher et au coût que ça représente en termes de communication. Ça coûte cher WhatsApp. Il y a une mise à jour du tarif depuis le début du mois de juillet. Avant, on payait pour une fenêtre de 24 heures. Donc, admettons, je vais envoyer un message aujourd'hui, je vais pouvoir faire un rappel demain matin. Je payais peut-être 15 centimes le message en euros en France en comptant l'outil. Aujourd'hui, je vais être à 10 centimes et par contre, j'ai un seul message. Mais s'il interagit avec, il peut y avoir une suite. Moi, ce que je conseille le plus pour aller la logique de réactivation, c'est on va faire un SMS à ces gens-là. Là, je sais que je peux investir et même si j'ai mis 1000 et que je récupère 4000, vu que si je suis dans une logique de LTV, je suis content. Ça coûte combien un SMS ? Ça varie entre 4 centimes, 3 centimes à 7-8 centimes suivant les volumes, la plateforme. Alors, merci, je suis un appel d'offres, comme ça j'ai les tarifs. On parle un peu de segments. Vous avez des segments et des magasins, je pense à Picard peut-être, mais partout finalement, avec des différences de ouf, non, entre les types de population, les CSP, ça doit être... Ouais, il y a plein de différences dans les magasins déjà. C'est-à-dire qu'on a des petits magasins où il y a 300 références, il y en a qui ont 1000 références. Et après, effectivement, dans les zones de chalandise, alors nous, on a 1200 magasins. Dans certaines villes, il y en a 3-4 magasins. Alors, je ne parle pas de Paris, bien sûr, mais même en banlieue, le Valois, Courbevoie, si vous connaissez, il y a 3-4 magasins. Donc, les zones de chalandise sont très proches. Vous appartiennent tous ? Il y a une centaine de franchisés, un peu moins. Sinon, après, le modèle franchisé est très proche du modèle intégré. C'est-à-dire que c'est les mêmes normes, c'est exactement le même. C'est toi qui gères leurs clients aussi ? Oui, c'est nous qui gérons. Tout est géré en centrale. Je ne me rappelle plus de la question. Non, je voulais essayer de comprendre un peu les nœuds au cerveau que vous deviez vous faire, parce que là, quand tu me parles d'adresser des clients, même 900 KER ou des choses comme ça, je me dis, il y a une typologie quand même. Quelque part, vous, entre le célibataire, jeune, la vieille personne, et puis en effet, celui qui est dans le Picard avenue Victor Hugo et celui qui est à Maubeuge, c'est pas la même typologie de personne. Il y a des magasins qui sont très snacking, donc quand les gens viennent manger le midi, déjà il y a ce type de magasin. Il y a aussi des comportements différents entre Paris et la province, notamment pour Noël. Noël commence beaucoup plus tard à Paris, c'est-à-dire que jusqu'au mi-décembre, les gens achètent des produits du quotidien, alors qu'en province, ce n'est pas totalement le cas. Donc il y a plein de contextes différents, que ce soit des clients, des zones, qui font qu'on s'adapte aussi en termes de communication. Après, au-delà de la CSP, nous, c'est plutôt la famille. C'est un peu comme chez Courir, on a un vrai sujet d'avoir la connaissance client sur est-ce que vous avez des enfants et quel âge ils ont. Ça, c'est dur. Voilà, c'est vraiment l'enjeu de qualification. On peut gamifier, donner un code promo parce qu'on a rentré l'adresse email de son enfant. Donc ça, c'est intéressant. Après, on ne fait pas de différence de CSP parce qu'on s'adresse à tous pour toutes les bourses et qu'on se veut être une ancienne accessible, quel que soit le niveau de rémunération. Mais par contre, sur la connaissance de la famille, ça, c'est vraiment plus dur. Donc c'est vraiment un enjeu à long terme et qu'il faut avoir la date de naissance pour avoir le refresh et que se dire que si je veux viser, nous, par exemple, les menus kids moins de 10 ans, il faut que je sache que la personne a un enfant de moins de 10 ans. Tu peux demander les dates de naissance de la famille pour fêter les je anniversaires. Je demande dans le compte client. Après, on ne l'a pas encore gamifié, mais bon, je prends l'idée, peut-être me lancer là-dessus. C'est très difficile. Après, on a beaucoup de clients qui viennent sur les vacances scolaires, qui sont nomades, on est vraiment sur la route des vacances. Généralement, c'est tous ceux qui ont un souvenir de Buffalo, c'est sur la route des vacances. Donc ça fait partie intégrante de l'usage. Donc je pense qu'on peut utiliser ça pour dire, sur la route des vacances, tu auras ton biscotto, ta petite mascotte, en échange de la date de naissance. On ne l'a pas encore fait, mais il faut qu'on y aille, parce qu'effectivement, on se coupe de 50% de notre population sinon. Et puis les enfants, c'est des gros prescripteurs en fait. Ils vont avoir envie de s'arrêter chez Buffalo s'ils ont eu
le bon coloriage, le bon truc. Et la paire de Nike aussi chez toi, j'ai l'impression. Ouais, il y a un vrai. Non, mais c'est clairement c'est les enfants aujourd'hui qui drivent les parents. Noël est un vrai sujet pour les enfants. Aujourd'hui, tu trouves des sneakers au pied du sapin. Et sur la typologie, enfin nous comme Buffalo, on s'adresse à tout le monde. Tout le monde porte des baskets. Et après, les typologies et les offres qu'on peut avoir dans nos magasins va simplement dépendre de la. Donc c'est fou, l'enfant est prescripteur. Mais tu n'as pas le droit de l'adresser, donc tu dois l'adresser par ses parents. Ouais. Oui, tu peux pas. Enfin, aujourd'hui, nous, la carte de fille, on peut la vendre à partir de 16 ans. Donc là, il peut la prendre tout seul, mais sinon, de toute façon, il reste très longtemps sur le compte de ses parents. Thomas, quand tu entends tout ça, tu vois, j'ai réalisé un peu en faisant tout ça qu'il y avait quand même une sorte de rapprochement de ton métier d'origine avec le métier du monde physique, en s'éloignant de la carte que tu tamponnes, enfin l'ancienne carte de fidélité. Ça ne donne pas un nouveau champ, un nouvel univers des possibles? Tu ne te dis pas que tu pourrais faire beaucoup plus différent? Moi, je pense toujours qu'on pourrait faire beaucoup plus. Après, ça, c'est des évolutions. Nous, on a commencé, on bossait pour des clients qui font 1 million de CA par an, full online. Progressivement, il y a des clients qui ouvrent des boutiques. On a 5-6 points de vente. Et l'avantage, c'est que ceux qui n'ont pas de point de vente, ils arrivent, ils sont direct hyper bien équipés. Donc eux, ils en basent beaucoup, ils ont déjà cette culture. Donc ils traitent le client online physique comme un client online. Ils sont déjà nativement omnicanaux. Oui. Voilà. Mais après, il y a un peu de tout. Là, on bosse avec Eden Park depuis 1 an et demi. Ils sont bons en online. Mais il avait toujours son truc de son point of sale. Il n'est pas connecté à son outil de CRM. Et là, cette année, il le fait. Et donc, gros chantier. Et lui, il fait toujours les choses en entier, quoi. Donc après, idéalement, on va essayer de segmenter. Et pareil, il y a l'histoire de charge de travail. Comment moi, je peux devenir un bon partenaire pour un client comme ça, qui va du coup demander 3 fois les ressources, etc. Mais on fait un truc, par exemple, on a une chaîne de pharmacie qui s'appelle Mediprix, ils sont trop forts. Et eux, ils vous envoient si vous êtes client de la pharmacie du Moulin, vous recevez un mail de la part de la pharmacie du Moulin, signé par la pharmacie du Moulin, avec ses coordonnées. Et on envoie un blast une fois, et avec l'outil, lui, il onboard des pharmacies, à chaque fois, il le rentre bien. Et donc, peu importe, le client, il a sa pharmacie de référence, et c'est segmenté en fonction de ça. Donc, opérationnellement, c'est très simple. Enfin, très simple, ça, c'est facile. Envoyer un blast, pardon. On envoie une seule campagne. Donc, moi, j'envoie ma campagne, je sais pas... campagne awareness par rapport à telle maladie ou tel truc. Il y a des trucs de bonne humeur aussi. Hein. Et il n'y a pas que des trucs mauvaise humeur. Voilà. Mais par contre, on le fait qu'une seule fois. Et lui, ça envoie sur toutes ses pharmacies, au nom du pharmacien. Ça envoie un jour avant au pharmacien et à l'équipe de la pharmacie pour dire attention, on va écrire ça à votre nom. Dites-nous s'il y a un problème. Bon, il n'y a pas de problème. Et après, ça part au client final. Donc, en gros, je pense que... Le retailer, c'est hyper intéressant, le retailer omnicanal. Après, c'est juste que des fois, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est la charge de travail, voilà. Non, on a aussi tout ce qui va être RFM, récence, fréquence, et aussi le restaurant de rattachement. C'est-à-dire nous, on a des règles, c'est-à-dire en fonction du nombre de fois où tu es dans un point de vente, si tu es allé 2 fois à ce point de vente-là, mais 1 fois à celui-ci, mais c'est la dernière date qui compte. Enfin, nous, on a tout un système de calcul du restaurant de rattachement, avec des règles de priorité, déclarées, constatées. Parce que sinon, si tu as des franchisés ou tes restaurants, ils vont dire non, elle était en train de me piquer les clients, elle me les renvoyait chez un autre. C'est là où j'ai été bonne sur le contrat de franchise. Mais effectivement, sinon, c'est ingérable. Elle les a obligés, hein, on a compris. Sinon, tu peux pas. En fait, tu te retrouves avec 330 bases de données. Qui est le responsable du traitement? Enfin, je vous passe le sujet RGPD. Donc, sur le restaurant de rattachement, il y a vraiment un gros calcul à faire pour que la récence, la fréquence, elle soit bien mise à jour. Et après, aller vendre, parce que nous aussi, on a un modèle économique qu'on va développer sur la vente de communication locale au réseau. Et nous, ça fait ça, du coup. L'équipe tech de Mediprix fait sa règle et écrase la pharmacie de référence sur le profil du client en fonction de règles différentes, parce qu'il y a l'enjeu de, voilà, si je pique le client d'une pharmacie pour une autre, c'est pas cool, quoi. Et là, vous, je sais pas, il y a peut-être des problématiques un peu différentes. Je sais pas si tu livres tant que ça chez Buffalo Grill. Non. Mais chez vous, le e-commerce, notamment par rapport à vos franchisés, ça doit un peu les crisper de temps en temps, non? Est-ce qu'ils ont une rétribution, est-ce qu'ils gagnent quelque chose sur des commandes d'un client qui était... Oui, nous, on a un système de rétribution de nos franchisés. Ils ont c'est des affiliés en fonction de... Typiquement, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'order in store. Donc, je suis en magasin, dans un affilié ou dans un intégré. J'ai pas ma pointure, mais elle est dispo sur le site.
Du coup, on va pouvoir la commander et la faire livrer soit chez le client, soit directement en magasin. Donc là-dessus, il y a un système de commission où le franchisé va quand même récupérer une partie du prix. Et puis, on a aussi fortement développé le ship from store post-Covid, parce qu'on s'est rendu compte que quand tous les magasins étaient fermés, on avait tout notre stock qui dormait dans les boutiques. Et aujourd'hui, nous, notre ambition, ça a été de dire, en fait, un client, s'il veut une paire, peu importe si elle est à l'entrepôt ou si elle est au fin fond du magasin de Lille, moi je veux qu'il y ait accès. Donc aujourd'hui on fait du ship from store. Donc tu achètes sur le site. Si ça part depuis un magasin affilié, l'affilié va recevoir une commission. Mais comme aussi notre intégré, ça va faire partie de son chiffre d'affaires. Tu me donnes avec beaucoup de gentillesse cette transition magique. Et le ship from store chez toi, ça ne doit pas être si simple à gérer quand tu fais du surgelé, non ? Alors nous, il y a 5% du chiffre qui est fait sur le digital. Donc c'est entre guillemets faible par rapport à la grande distribution, mais on est dans du surgelé, en sachant qu'il a progressé depuis 4 ans. En sachant qu'on a des modèles différents. On a du click and collect et de la livraison à domicile. Et effectivement, les franchisés, ça peut être parfois un peu compliqué quand on communique sur des offres exclusives au e-commerce. Là, ils ne sont pas forcément très heureux, à l'exception parce que le click and collect pour les franchisés, le client paye en magasin, donc il récupère l'argent. Ce qui n'est pas le cas chez les intégrés, il paye directement sur le site. Donc ce qui embête un tout petit peu les franchisés, et parfois on exclut les clients, donc c'est pareil, on a des magasins rattachement à chaque client. On exclut parfois les clients rattachés à des magasins franchisés pour des offres exclusives e-commerce. Mais ça reste assez faible. Ok. Mais en fait, nous, on a vraiment cette politique de dire qu'un client, il n'a pas à savoir s'il est chez Courir affilié ou chez Courir intégré. Nous, l'offre, c'est la même partout. Le programme de fit, c'est le même partout. Il faut qu'il ait les mêmes services. Donc après, effectivement, nous, on a certains franchisés qui jouent moins le jeu du ship from store et qui ne vont pas forcément répondre à toutes les demandes qui tombent parce que ça, là, c'est pas aussi rétributeur que s'ils vendent la paire en direct. Maintenant, c'est une vente qui est faite directement sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit. En fait, on leur pousse des clients et on leur pousse un panier. Donc il y a un vrai sujet aussi de développer cette omnicanalité où effectivement un client qui achète et sur le site et en magasin, il a une valeur bien plus importante pour l'entreprise, pour l'enseigne. Et moi, je cherche énormément à développer mes clients magasins sur le site internet et inversement, parce que si un client il a le réflexe courir quand il est dans sa rue commerçante et le réflexe courir quand il est sur internet, ben, j'augmente son taux de nourriture sur son budget sneakers. Et moi, mon but, c'est qu'il y ait 80% des sneakers qu'il achète chez Courir. Ok, oui, parce que c'est très concurrentiel. Bah, c'est très concurrentiel. Et en fait, ta Nike, ta Gazelle blanc-bleu, tu l'achètes partout. Elle a exactement la même tête partout. Donc, il y a un vrai... Autant dans ta rue commerçante, tu vas moins avoir ce sujet-là, mais quand tu tapes Gazelle sur Google, tu as ton Google Shopping, et là, tu as un vrai sujet de prix, en fait. D'où aussi l'importance de dire, moi, avec mon programme de Feed My Courir Plus, à chaque fois, tu vas gagner des points, et ces points-là, ils vont te permettre derrière d'avoir des super remises. Avant de prendre les questions de tout le monde, est-ce que vous avez, tout à l'heure, vous m'avez glissé, ça se trouve, c'est le seul, hein, mais un petit truc magique que vous avez testé ou vous pouvez partager, ou des choses que vous inciteriez tout le monde à tester. Il y a une chose magique qui fonctionne très bien, vous m'avez dit, c'est le fait de dire tu vas perdre tes points fidélité. Je t'ai dit, ah bah oui, je les ai perdus la semaine dernière dans telle enseigne. Le sentiment d'urgence et le sentiment de tu vas perdre quelque chose et évidemment, il y a un mécanisme qui fonctionne très bien. Nous, les points étaient reconduits d'ailleurs. À chaque fois que tu faisais un achat, tes points ils repartaient pour 18 mois. Donc on avait très peu de clients qui perdaient leurs points. Là, avec la refonte du programme, on a changé et tes points sont valables 2 ans. Et donc tu vas perdre tes points. Et donc nous, on compte énormément sur ce mécanisme-là. Là, à Noël, on va avoir les premières pertes de points. Et je compte, moi, sur la fin d'année, là, aller relancer les gens en disant tu vas perdre tes points et c'est maintenant qu'il faut les utiliser. En plus, période de Noël, donc on va essayer de le faire sur la rentrée, qui est une période de forte activité et de burn de points. Et sur Noël. Effectivement, ça fonctionne très bien. Et puis, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un vrai sujet. Oui, il faut animer ses clients, mais avant de les animer, il faut réussir à les embaser. Enfin, le nerf de la guerre, c'est déjà de constituer votre base de données. Et là, il faut vraiment avoir l'argument sur lequel le client, il ne peut pas dire non quand tu lui demandes son mail, en fait. Et nous, typiquement, ce truc de dire, je vais prendre votre adresse email, comme ça, vous aurez 30 jours au lieu de 15 pour changer d'avis.
il n'y a personne qui te dit non si tu le sors comme ça. Même en boutique, ça, 30 jours au lieu de 15. Ouais, si Donc, faut pas porter les chaussures, c'est tout. Non, faut pas porter les chaussures, mais il y en a qui achètent, Oui. tu sais, qui mettent très longtemps à les essayer. Qui les ont pas revendus sur Vinted. Voilà, alors qu'ils auraient pu. Mais voilà, ce truc d'avoir, surtout pour quand c'est un cadeau, pour des enfants, etc., d'avoir plus de temps, personne te dit non quand tu les dois, tu auras 30 jours au lieu de 15 pour changer d'avis. Toi, ça te coûte pas grand-chose, ça, en plus. Moi, avant, je faisais 30 jours pour tout le monde. Ok, très bien. Thomas, tu as un petit conseil magique? Alors moi déjà j'étais super long avec ma segmentation, donc j'espère que je vous ai convaincu. Il n'y a pas beaucoup de conseils magiques, on essaie de tester tout le temps. Un truc qui nous a beaucoup amusé cette année, c'est vraiment de s'acheter des certitudes. Je parle beaucoup de reconquête parce que le CRM, c'est beaucoup aussi l'attribution de ventes qui aurait eu lieu dans tous les cas. Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est d'aller faire racheter quelqu'un qu'on a plus ou moins perdu. Et si vous faites bien l'effort de tout le temps tester, et par exemple, on a été surpris sur un client que la livraison gratuite excite plus son client feed, qui pourtant a des cadeaux qui sont plus intéressants, parce que c'est livraison gratuite aujourd'hui, que le random rappel feed. Et donc, je peux faire des choses comme ça. Donc, tester tout le temps et voir l'impact que ça a sur la marge. Et ça, c'est cool parce que du coup, on se fait des certitudes. Il y a des périodes maintenant qui sont plus propices à faire des tests, par exemple en prévision de Q4. Et comme ça, après, je me dis, si j'ai un mardi où j'ai envie de booster le CA et que je veux réactiver les clients qui sont morts, voilà. Et puis après, voilà, plus je cherche, plus je teste, plus j'apprends des trucs. Des clients qui dépensent moins de 65 €, ils sont plus intéressés de faire ça. Voilà, enfin, c'est limité, on peut s'amuser pendant longtemps, quoi. Merci. Caroline? C'est pareil, le test and learn, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tester dans un cadre contrôlé où on se met les limites. Et moi, je suis un peu au début de l'histoire de la FID, mais c'est le pragmatisme, en fait, être pragmatique. Nous, plutôt que de se lancer en disant on va faire comme les concurrents, on s'est dit on va regarder ce qui se passe chez nous, on a analysé toutes nos cartes bleues, on a essayé de comprendre les comportements alors qu'on n'avait pas de feed, mais on s'est dit on va démarrer de quelque chose, d'essayer de comprendre quand même un petit peu le comportement client et de définir dans votre business plan, parce que tout ça, ça doit servir la fréquentation et le chiffre d'affaires, où est-ce que vous devez mettre le poids du corps pour que la fréquentation ou le chiffre d'affaires augmente. Donc si déjà vous vous posez cette question-là et on dit je préfère, moi on m'a posé 200 fois la question, mais tu fais pas de points, mais tu fais pas de points, mais tu fais pas de points. Je dis non, mais j'ai 26% de frais en plus parce que j'ai récompensé les 3 premiers passages. Et oui, les autres je m'en fiche. Mais voilà, soyez sûr de vos partis pris en fonction de vos business à vous. Et même si vous mettez le curseur que sur un petit bout, c'est déjà ça de chiffre d'affaires en plus. Ta générosité tout à l'heure, ton taux de générosité, il m'a fait non seulement hurler de rire, mais aussi penser à je pense que c'était Victor Luger qui est passé sur Génération Do It Yourself chez Big Mama. Et lui, il disait qu'en fait, eux, ils avaient un truc un peu magique, c'est de s'asseoir à côté, s'agenouiller à côté du client à la fin, et notamment quand ils doivent le servir un peu de tiramisu, ils vont toujours lui faire un petit je t'en mets un peu plus, tu vois. Et il me dit, en fait, le tiramisu, on s'en fout. Enfin, tu vois, la générosité, on peut mettre le double. Voilà. Il n'y a pas des moments où on peut peut-être être un peu trop radin sur la générosité. Est-ce que si c'est évidemment un deuxième dessert, c'est relou, mais on ne peut pas imaginer des concepts pour être plus généreux? Après, il y a la générosité perçue, qui est différente de la vraie générosité en marge. Donc nous, on fait très attention à la générosité perçue. Offrir un apéritif pour un client, il dit c'est génial, on va prendre l'apéro. Moi, ça me coûte rien. C'est un alcool ou c'est avec ou sans alcool. Ok, mais donc c'est une boisson, quoi. Je veux dire, c'est pas juste les gâteaux. La générosité perçue, elle peut être grande. Un café qui devient un café gourmand, la générosité perçue, elle est grande, mais mon taux de marge, il est moins dégradé. Et donc, moi, j'évite, pour le coup, de distribuer des euros, ce que j'appelle, donc 5 € pour 10 €, 5 € pour 40 €, moins 10% sur l'addition, parce qu'on fait beaucoup de restaurateurs qui sont aujourd'hui en très grande difficulté. Donc, il faut bien manier la générosité en euros et en... Enfin, nous, c'est du food cost, donc voilà, il faut être... Très clair, merci. Attention. Merci, Caroline. Ouais, moi, je suis assez d'accord parce que quand on a fait la refonte du programme, je vous le disais, la plupart des concurrents, c'est des cagnottes, c'est de l'argent. Quand on demande aux clients, c'est de l'argent. Ok, on s'est dit, mais quand on va un peu plus loin, quand on demande ce qu'ils veulent, c'est des cadeaux. Ils veulent des cadeaux. Donc, je suis assez d'accord. C'est déjà des cadeaux, effectivement, ça fait plaisir. Des cadeaux, parfois les cadeaux, c'est des produits qu'on pourrait acheter ou des cadeaux qu'on n'achèterait pas, mais qu'on voudrait goûter chez nous. Et aussi, en termes de coût, un cadeau, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher que donner du monétaire. Et on voit, sur le programme de feed Picard, on voit vraiment
un impact fort de ce programme avec des cadeaux, même si effectivement, je suis assez d'accord, quand on parle de programme à points, ça faisait un peu vieux jeu, ça le fait un peu moins. Quand on parle des petites vignettes ou on tampon, on commence à voir dans les enseignes de distribution qui ressortent les catalogues dans des anciens mécanismes qui ressortent aujourd'hui et les gens aiment. Donc il faut effectivement toujours challenger ce qu'on fait. Nous, le programme, il a 3 ans, 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement, 3 ans et demi. On se pose déjà la question. Il marche bien, hein, il continue de progresser, les clients augmentent leurs dépenses, pour ceux qui utilisent le programme à points, entre à peu près 15% chaque année. Et là, on se dit qu'est-ce qu'on doit faire pour être encore innovant dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et puis, assez d'accord par rapport à ce que tu dis, quand on construit quelque chose, il faut garder la ligne. C'est-à-dire que c'est pas parce que les magasins, à un moment où quelqu'un vous dire ok, il est nul votre truc, ça marche pas, je veux de la cagnotte, restez. Enfin, concrètement, on est resté droit dans nos bottes, hein, concrètement, malgré quelques retours magasins, sur le fait qu'il faut mieux une cagnotte. Ouais, mais une cagnotte, Inter le fait, Carrefour le fait. Et eux, ils ont des financements fournisseurs, que nous, on n'a pas. Donc concrètement, il faut vraiment rester sur ses convictions, quoi. Voilà. Ils vont avoir un Coca qui va dire balance un peu plus là-dessus pour augmenter leurs chiffres. Ils donnent 20% pour alimenter la cagnotte. Ouais, nous, on ne peut pas faire ça. Nous, nos produits, c'est nos produits. 100%. Donc, il faut qu'on soit un peu plus malin. Merci. Vous avez des questions? Bonjour, moi je suis Hugo, je suis le CEO et fondateur d'une chaîne de parcs de loisirs qui s'appelle Nikito. On a 2 parcs à trampoline et un gros parc de loisirs multi-activités. Nous, on récupère beaucoup de data de clients parce qu'en fait, pour que les gens fassent les activités karting, lancer de hache, bowling et tout ça, il faut qu'ils donnent leurs coordonnées. Après, donc on a des énormes bases, mais après c'est la qualité en fait de l'information qu'on a. Et je voulais savoir si vous avez 2-3 tips pour comment garder une base saine, une base de clients saine. Alors, il y a 2 sujets. Il y a d'abord, est-ce que la data est correctement saisie? Est-ce qu'il n'y a pas de faute de frappe, etc. Et dans ces cas-là, il y a plein d'outils qui permettent tout ce qui est DQE, etc., de vérifier la qualité des adresses et des emails. Et nous, typiquement, on avait, jusqu'à il y a quelques temps, avant mon arrivée, on pouvait rentrer plusieurs fois. On pouvait créer plusieurs fiches avec la même adresse email sur la caisse. Et ben, j'ai dit stop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas créer un compte client avec une adresse email que j'ai déjà en base. Parce que sinon, j'ai trop de doublons et j'avais trop de multi-comptes et je ne savais plus à qui écrire. Et mon historique d'achat était du coup brouillé. Et parfois, il avait le compte suite sur un compte et pas sur l'autre. Donc, il faut parfois mettre aussi des restrictions pour se garantir une qualité de base correcte. Donc vraiment, moi, l'email unique, ça a été mon combat. Et aujourd'hui, on a une base qui est saine, on n'a plus de doublons qui sont créés, et ça nous permet du coup de pouvoir adresser le client aussi beaucoup mieux. Tu as eu ta réponse? Oui. On fait pareil, exactement la même chose que Courir, que Graziella. D'autres questions? Vis-à-vis de tout ce que vous avez dit là justement sur ce moment, donc des actions, des efforts qui sont faits dans une direction qui est assez commune, si vous pouviez être dans, je sais pas, la salle du temps pendant 21 jours et bosser uniquement sur cette direction-là, sur quoi est-ce que vous feriez un focus? 21 jours, salle du temps. Non, moi je le fais pas assez. Moi, le truc qui me frustre le plus, et c'est pour ça que j'arrête pas de vous poser ces questions. Je me dis, vous avez beaucoup plus de ressources et vous poussez plus. Nous, on n'analyse pas assez. Tout à l'heure, tu disais que vous faites une analyse par rapport au type d'opt-in, puis la personne qui est opt-in email mais qui n'engage pas avec les emails, mais qui est opt-in SMS, etc. Après, il y a des outils, je te rassure. Il y a des outils, mais T'as pas 300 personnes dans tes équipes? Non. Mais ça, on le fait jamais assez en vrai. Et il y a plein de sujets qui m'intéresseraient par rapport à ça, parce que l'outil te sort souvent un truc qui est bien, mais ça dépend. Mais moi, les outils que j'utilise, du moins, c'est un peu léger et on pourrait, je pense, progresser. Si j'avais du temps, je ferais plus d'analyse. On ferait des trucs sympas, je pense, pour faire revenir des clients qu'on a perdus pour des raisons X ou Y. Et toi, si tu veux, vas-y. Ouais, Non, vas-y. Nous, on est au début, donc moi, c'est plutôt le parcours client qui m'obsède sur le fait que ce soit simple, que ma donnée soit qualifiée,
que je puisse en baser, parce que je suis en phase de décollage, donc c'est mon plus gros enjeu. Et après, je commencerai à digérer la donnée, etc. Donc là, ce sera plutôt parcours client omnicanal sans couture. Ça prend énormément de temps, ça sollicite énormément de ressources, IT, terrain, marketing. Donc si je pouvais travailler que là-dessus, c'est la clé du succès. De toute façon, si tu n'as pas un parcours client qui est sain et viable, tu pourras faire toutes les promos que tu veux et toutes les années que tu veux, ça ne marchera pas. C'est bon, vous êtes bon. Tu as d'autres questions, toi, Thomas? Parce que tu as eu plein de questions, toi. Tu as eu tout ce qu'il te fallait. Ouais. Tout à l'heure, il y a un des moments, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais où tu es un peu tombé de ta chaise, moi aussi, c'est que tu racontais que vous analysiez les tickets carte bleue des clients, on ne savait pas que c'était possible, alors en blind, hein, mais... Ouais, bah, c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait Moi, je le fais tout Buffalo. le temps. Ouais. Non, effectivement. Du coup, apparemment, il faut que j'arrête. On a des PSP aujourd'hui qui permettent de traquer les numéros de carte bleue et de voir effectivement quel est le repeat sur la carte bleue en magasin, quels sont les nouveaux, quels sont ceux qui achètent sur le site et en magasin. Mais ça reste de la donnée complètement anonyme. Tu ne peux pas l'engager ensuite pour ta croissance, mais elle te sert en analyse. Ça c'est interdit. Oui, c'est totalement interdit. Mais elle te sert en analyse. Ouais. Ah bah, c'est ce qui m'a créé le socle du programme de feed. Hein. C'est-à-dire si j'avais pas eu ça, j'ai pris un cabinet de conseil parce qu'on n'est pas beaucoup staffé. C'est l'euro le mieux investi que j'ai jamais fait. Hein. J'ai fait bosser des mecs pendant 3 semaines sur des terras de données et ils m'ont monté le business plan. Et à partir de là, on a monté les offres, vu les marges, discuté réseau, etc. Incroyable. Comment il s'appelle ce cabinet? Verton. Très bien. Un petit. Coûte pas cher du tout. Écoute. Mais c'était très bien investi ton ROI. Ah oui, là, le ROI, il est bien. Oui, parce qu'il y a une masse de données importante aussi. Ouais. Si vous taguez Brevo, Génération It Yourself, et les déterminer sur LinkedIn, sur un post que vous pourriez faire, vous pouvez faire une photo maintenant, voilà, un débrief, ce que vous voulez, et bien, il y aura 10 € qui seront offerts aux déterminés pour leur accompagnement aux entrepreneurs. Je ne sais pas si vous connaissez cet asso, Moussa Camara, un super épisode de Génération It Yourself, donc voilà, ça servira à quelque chose. Merci beaucoup. Merci à tous.